Et pour ce faire, je vous prie d'accueillir notre marraine de cette catégorie, qui nous vient directement de New York. C'est dire l'importance qu'elle accorde aux Transformation Awards, et nous l'en remercions particulièrement. Elle est la VP Talent Partner Global Product et Technologie chez ADP. Merci d'accueillir avec moi Manuela Montagnana. Manuela Montagnana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Manuela, shall we do this in French? We can do it in French. Okay. But I'm not sure the mic works. Does it? Yeah, okay, fine. Manuela, merci d'être là ce soir. On en est très très honorés. Tu es la marraine du Transformer Business de cette édition des Transformation Awards. Et en tant que telle, j'aimerais que tu racontes à cette magnifique audience quelle a été la transformation business d'ADP. Merci Lara. Et merci, thanks for having me, comme on dit. Donc c'est toujours un plaisir de revenir à Paris. Donc je travaille pas pour les aéroports de Paris. Je préfère le préciser tout de suite, parce que souvent on me pose la question de mais je comprends pas bien la transformation dont tu parles. Donc, et surtout aujourd'hui. Oui, surtout aujourd'hui, oui, exactement. Non, on n'a rien à voir avec ça. Donc, ADP, c'est Automatic Data Processing. C'est une boîte américaine que beaucoup d'entre vous connaissent par sa legacy française. Donc, excusez mes franglais. GSI qui a été racheté donc, par ADP il y a plus de 20 ans maintenant. Et donc, on est reconnu sur le marché comme étant le leader de la paye et des services aux ressources humaines. Et j'ai le plaisir de travailler donc chez ADP depuis 7 ans maintenant. J'étais d'abord la DRH de la zone Europe et donc basée ici. Et il y a 3 ans et demi, j'ai eu l'opportunité de passer de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc je travaille maintenant au siège social qui n'est pas à New York mais dans le New Jersey. Et je suis en charge donc du talent management pour nos équipes informatiques en fait. Et donc la transformation, nous la vivons au quotidien. ADP, donc, comme je vous l'ai dit, est certes leader. Pour autant, on ne veut pas devenir le Kodak de la paye. On ne veut pas être le géant qui clairement est identifié comme le seul, ou pas un des seuls, mais enfin, on va dire l'acteur majeur. Mais on veut pouvoir s'adapter. Et donc la transformation que le groupe a entrepris, là maintenant depuis 2 ans, est de passer d'une organisation qui vend des services à ses clients à une technology company, donc une organisation qui en fait est plutôt côté technologique, mais qui donne encore évidemment des services à ses clients, mais grâce à une technologie qui supporte ça. Et donc au niveau de l'interne, ça veut dire que il faut changer d'un point de vue culturel la manière dont on approche les choses, tout en maintenant, bien entendu, ce qui est attendu de la part de nos clients. Et notamment au niveau de l'informatique, nous avons des enjeux qui sont particulièrement importants. Et avoir des talents, savoir les attirer et les retenir est un des enjeux principaux. À propos d'ADP et de son écosystème, est-ce que la décision de devenir une technology company a été drivée simplement par une vision, c'est-à-dire que la boîte se portait admirablement bien et allait continuer à se porter admirablement bien, simplement l'idée c'était de s'orienter peut-être vers plus de technologie, ou est-ce qu'en fait il y a quelque chose dans le marché qui a suscité une inquiétude, un risque, et qui a finalement propulsé l'entreprise vers cette nouvelle vision? Alors j'ai envie de dire que c'était en effet quelque chose d'interne et d'externe à ADP. Et pour être tout à fait franc avec vous, enfin c'était dans la presse financière, donc je ne révèle pas de secret, nous avons été confrontés à un investisseur activiste. Donc nous avons eu le plaisir, comme d'autres grandes entreprises très profitables, donc ADP allait très très bien, il n'y avait pas du tout de problématique.
de chiffres ou d'inquiétudes, mais juste quelqu'un qui trouvait qu'on pourrait peut-être gérer différemment la boîte et on pourrait peut-être faire encore plus de profit. Donc nous, c'était pas un activiste avec une idéologie, parfois vous avez des activistes un peu écologiques qui veulent faire avancer les choses sur des problématiques de pollution et des choses comme ça. Chez nous, c'était pas du tout ça, hein. C'était juste faire plus d'argent. Et ça nous a quand même secoué parce qu'on s'est rendu compte que même un géant comme ADP, on était finalement à la merci aussi de mouvements comme ça maintenant. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent peut acheter d'un seul coup une part de la boîte et peut vous demander à vous réinventer. On a été gagnant de la bataille, entre guillemets. Donc, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Donc, il n'a notamment pas eu la tête de notre CEO, ni les 3 sièges au niveau du board. Et ça a clairement été un wake-up call pour notre comité de direction pour dire, oui, il faut qu'on se transforme. Il y avait des choses qui disaient qui n'étaient pas totalement fausses. Et donc, c'est comme ça qu'on a embarqué dans un grand projet. Et notamment, notre CHRO est devenu notre Chief Transformation Officer. Donc, ça a été un acte très symbolique. On a créé une petite équipe, mais puissante, autour donc de la personne qui s'occupe de notre ressource principale, qui sont nos salariés. Et donc ça, bravo, parce qu'on sait qu'on connaît d'autres entreprises qui ont eu moins de chance et d'autres dirigeants qui ont eu moins de chance aussi. Tu parles de transformation, tu parles de ce CHRO qui devient Transformation Officer. Donc on parle bien de H, de humain. Tu es, toi, dans une fonction de talent, donc qui est aussi une fonction RH. Comment cette transformation, aujourd'hui, a transformé ton métier ? Alors, comme je vous le disais, je m'occupe aujourd'hui en particulier des talents de l'informatique, notre Global Product and Technology Organization. Et comme vous pouvez vous en douter, comme d'autres entreprises, chez nous, la data est devenue un enjeu absolument phénoménal. On fait 35 millions de payes, donc on a beaucoup d'informations. Et cette information, on veut en faire quelque chose, mais on veut en faire quelque chose en service à nos clients. Donc, comment est-ce qu'on peut les aider à mieux identifier où se trouvent les talents, comment est-ce qu'on les paye, quelle est la probabilité qu'ils vont rester, des enjeux de rétention par rapport à la distance entre le domicile et le lieu de travail. Enfin, il y a plein de choses très intéressantes qu'on peut dériver de la data. Et donc moi concrètement, la problématique à laquelle on fait face, c'est de pouvoir attirer des talents. On n'est pas Google, on n'est pas Facebook, on n'est pas Amazon. Donc les data scientists, les machine learning engineers, ils ont beaucoup d'options. Et notamment dans des grandes métropoles, que ce soit dans la San Francisco Bay Area ou aux alentours de New York, ils ont vraiment des choix. Donc une des premières choses qui a été une réalité pour nous, c'est de réaliser que le geek developer qui a 26 ans, il ne va pas prendre un train pour aller dans le New Jersey, pour aller travailler au siège d'ADP, ce qu'une génération X comme moi fait sans aucun problème. Mais il a fallu qu'on crée en fait un lab à Chelsea, donc à Manhattan, à proximité de Google et des autres entreprises. Donc ça s'appelle la Silicon Alley. Donc il y a la Silicon Valley, et puis nous à New York on a la LA. Et c'est un lab qui, bien sûr, est totalement différent de ce qu'il y a à notre siège social dans le New Jersey. Donc, évidemment, il y a à boire, à manger à volonté, comme on veut. Les espaces de travail sont beaucoup plus innovants. Ça soutient la collaboration. Et malgré ça, il faut savoir les retenir, les collaborateurs. Et on se rend compte que tout le monde offre la même chose, donc un lieu de travail attractif, à boire et à manger for free. Ce n'est plus différenciant. Donc, il faut travailler sur l'engagement. Il faut travailler sur qu'est-ce qui donne du sens. Pourquoi est-ce que quelqu'un va rester avec nous ? Et je disais à Lara, quand on a préparé cet entretien, que quand un ingénieur de 26 ans reste pendant 3 ans avec nous, on est très content. Parce que ça veut dire qu'on a réussi à le fidéliser, à le faire travailler, à le former. Ce n'est pas le cas de tous. Donc, l'enjeu est vraiment autour de comment est-ce qu'on engage une population extrêmement volatile qui a beaucoup d'options d'un point de vue emploi et qui peut très bien demain travailler pour 20, 30, 50% de plus juste à côté. Donc voilà, comment on les garde ? Et je crois que cette notion d'engagement des collaborateurs, ce sera un des fils rouges de cette édition des Transformation Awards, parce qu'évidemment, beaucoup
de choses repose sur l'humain dans toutes les transformations, et notamment les transformations business. Manuela, c'est l'heure. Est-ce que tu peux nous dévoiler qui est le lauréat ou quelle entreprise est lauréate de ce prix? Tout à fait. Donc, nous avons eu l'opportunité d'examiner plusieurs entreprises et plusieurs projets de transformation. Et nous sommes arrêtés sur le groupe Accor, puisque nous avons trouvé que la transformation que Accor a menée ces dernières années, aussi bien côté business que culturel, passer d'un groupe propriétaire d'hôtels à un groupe prestataire de services qui est confronté à des enjeux aujourd'hui du digital. On sait tous qu'on a le choix entre les différents hôtels, mais on a aussi Airbnb et d'autres qui viennent offrir leurs services. Et donc on a trouvé que la transformation qu'Accor avait fait était vraiment une transformation business remarquable. Absolument. Et du coup, eh bien, le prix du Transformer Business est attribué à Foucault de la Rochère, Chief Efficiency Officer d'Accor Hôtel. Bonsoir à tous. Est-ce que Foucault, tu veux te joindre à nous? Ah, mais avec grand plaisir. Donc, félicitations. Merci, je suis très honoré. Pour ce prix, mais c'est notre plaisir. Donc, Foucault, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce que tu fais au sein du groupe Accor et en quoi cette transformation business et culturelle vous a impacté et comment tu as mené ce projet? Voilà. Un très grand sujet, surtout depuis l'arrivée de Sébastien Bazin à la tête du groupe, donc fin 2013. Donc finalement, c'est tout récent. Juste pour resituer Accor, alors on s'appelait encore il y a quelques jours Accor Hôtel, on est redevenu Accor comme dans le passé, non pas qu'on abandonne les hôtels, mais parce qu'on développe un concept de réalité d'hospitalité augmentée, que j'expliquerai peut-être, j'irai tout à l'heure. Donc on a beaucoup d'autres activités que l'hôtellerie ou l'hospitalité, comme on dit. Accor, c'est le numéro 6 mondial, derrière 4 groupes américains et un groupe chinois. C'est le seul groupe français et européen qui est leader. On est numéro 1 sur tous les continents, sauf en Amérique du Nord, où là, les Marriott, Hilton sont installés depuis des lustres. Et le marché américain est un marché de chaîne. À 75%, les hôtels américains sont des marchés de chaîne. Ce qui n'est pas encore le cas dans les autres continents, mais on y travaille. C'est 4800 hôtels. Accor ouvre en ce moment un hôtel par jour dans le monde. Un hôtel par jour dans le monde, donc ça fait un petit peu de travail, j'irai pour tout le monde. On peut l'imaginer. C'est 280 000 collaborateurs. Et ces 280 000 collaborateurs, depuis 5 ans, sous l'impulsion trépidante de Sébastien Bazin, ont été engagés dans une transformation, je veux dire, à tous les étages. Pourquoi ? La première chose, c'est qu'on a décidé de revendre, tous nos actifs immobiliers, c'est-à-dire les murs de nos hôtels. Pas seulement pour faire du cash, c'est sûr qu'on a fait beaucoup de cash, mais le cash, depuis, on a racheté une vingtaine d'entreprises. À la fois des groupes hôteliers, mais aussi des startups dans le digital pour complémenter et pour accélérer notre transformation digitale. L'environnement compétitif, il a complètement changé. Aujourd'hui, on ne se bat pas contre les Marriott, contre les Hilton, enfin un petit peu quelque part. Mais entre une chambre d'un hôtel Accor, entre vous et moi une chambre d'un hôtel Hilton, à part le design, les goûts et les couleurs, il n'y a pas fondamentalement une différence. La grande différence, ça a été l'émergence des plateformes. Les Booking, les TripAdvisor, les Trivago, et puis Airbnb. Juste pour illustrer, vous voyez, la ville de Paris qui nous héberge aujourd'hui. Du jour au lendemain, ou quasi du jour au lendemain, avec l'irruption d'Airbnb, l'offre d'hospitalité, elle a doublé sur Paris. C'est comme si demain, il y avait 2 fois plus de parfumerie. Je dirais qu'on parlait de L'Oréal tout à l'heure, qui est aussi pour nous une société, je dirais, exemplaire. Donc vous vous retrouvez à une situation de concurrence qui est complètement nouvelle. Et je dirais la grande intelligence de Sébastien Bazin a été de dire la bataille contre Booking ou .com ou la bataille contre Airbnb, elle est perdue d'avance.
Ces gens sont des gens de plateforme, ils investissent en capex des milliards, je veux dire, dans des plateformes technologiques, dans des réseaux. Booking.com, je ne vais pas dévoiler le chiffre, je les connais, mais je ne peux pas le dévoiler. C'est le premier client de Google en matière d'annonces. On parle de programmatique, de campagne. Enfin, vous êtes un certain nombre d'entre vous familiarisés, je dirais, avec tous ces concepts. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'on va se battre. Donc, il va falloir réinventer l'hôtellerie. Et donc, en quelques années, on est passé d'un état de gestionnaire d'un patrimoine immobilier d'hôtellerie à un prestataire de services. Qu'est-ce qui fait que vous, parce que vous aussi, demain, vous pouvez être propriétaire d'un hôtel Accor, soit avoir des parts, soit si vous avez un peu plus d'argent, carrément avoir votre hôtel à vous. Donc nous, on leur vend des services. Et le premier service qu'on vend, et ce qu'attend aujourd'hui un hôtelier, c'est qu'on lui remplisse son hôtel. Pourquoi ? Autrefois, enfin en tout cas pour les plus âgés d'entre nous, quand on voulait aller dans un hôtel, on décrochait son téléphone, voire on prenait son fax quand le fax est apparu, on appelait l'hôtel, voilà, je voudrais une chambre, 2 chambres, j'arrive tel jour, et vous pouvez pas. Tout ça c'est fini. Maintenant on a un parcours digital du booking jusqu'à ce qu'on appelle la fidélisation. C'est-à-dire une fois que vous êtes parti de la chambre d'hôtel, on espère que vous rejoignez le club Accor, qui est notre club, je dirais, Loyalty, où on a 50 millions de membres, je dirais, dans le monde. Donc ça fait un changement qui est extrêmement profond, qui a changé à la fois le métier d'Accor, mais qui a changé aussi le métier de l'hôtelier. Parce que l'hôtelier, il a plus contact avec le client avant que le client n'arrive dans l'hôtel. Transformation digitale, parce qu'il faut lutter quand même. Je veux dire, quand c'est un Booking.com, vous réservez sur Booking.com, l'hôtelier, il est très sanctionné au niveau de son chiffre d'affaires. Parce que Booking.com prend une très grosse commission. Et plus l'hôtel est petit, plus la commission est forte. Et de toute façon, l'hôtelier, il peut pas faire l'effort publicitaire, il peut pas faire l'effort de marketing, donc il est obligé de composer avec ces gens-là. Mais nous aussi, on a quand même Accor.com et on fait encore énormément de booking, grâce à Dieu, au travers d'Accor.com. Donc il faut qu'on ouvre une plateforme. Enfin, on a une plateforme performante, conviviale, digitale, qu'on a également ouvert à d'autres hôteliers indépendants qui veulent se joindre à nous, etc., etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour les 280 000 collaborateurs ? Ils ont tous changé de métier, je dirais, en quelques années, que ce soit les gens de siège, et on a à peu près 8000 collaborateurs dits corporate dans le monde, on est sur les 5 continents, on a notre siège à ici, les Moulineaux, la tour, la fameuse grande tour qui est au bord du périphérique et au pied de l'héliport, je dirais, on peut pas la rater. Donc un changement de métier pour tout le monde. Et c'est là où c'est très difficile, je dirais, à faire, c'est quand il y a 280 000 personnes à engager, c'est un petit peu compliqué, ça demande beaucoup de travail. Alors justement, est-ce que tu peux nous en parler de ça ? Comment est-ce que cette transformation a eu un impact sur la manière dont, notamment des choses aussi simples que la paye, s'appliquent à tes collaborateurs ? Et est-ce que tu as réussi à les former différemment également ? Puisque je comprends bien qu'il y a une différence de métier qui ne s'opère pas comme ça du jour au lendemain. Alors tout à fait. Alors, pour un hôtelier, la paye, c'est un casse-tête. Pourquoi ? Bon, il a un personnel, je dirais, établi, pour certains qui ont une ancienneté, comme dans toutes les entreprises. Et puis, il a aussi des extras. Il a des intérimaires. Il fait de l'événementiel. Il y a les horaires de nuit. On fait des contrats courts à longueur de journée. Enfin, je dirais, c'est le cas de le dire. Des gens qui viennent travailler 1 jour, qui viennent travailler 2 jours, qui viennent travailler 3 jours. Et ces gens-là, ils ne veulent pas être payés à la fin du mois. Quand ils sont venus faire 2 jours, il faut qu'ils aient leur virement. On ne peut plus payer les gens en liquide comme on faisait, je dirais, autrefois, ça c'est fini, ça se fait encore un peu en Angleterre. Mais donc, il faut, je dirais, un partenaire. On travaille depuis quelques années avec ADP, mais avec tous ces changements et le fait qu'on ait revendu, je dirais, nos hôtels, il a fallu scinder nos bases de données en 2, faire une base pour le corporate, une base pour les hôteliers, proposer des services innovants, je dirais, et performants à nos patrons d'hôtels, parce que leur métier, c'est pas de faire des payes non seulement à la fin du mois, mais en permanence, je dirais, tous les jours, parce que c'est d'une grande complexité. Et puis, je n'ai pas dit qu'on était dans 110 pays, donc ça représente aussi, là aussi, une certaine complexité avec des législations, je dirais, qui sont très différentes. Donc, le SIRH, ça a été un très gros, je dirais, dossier de transformation qu'on a mené avec notre partenaire ADP. Ça n'a pas été facile. Je dirais, on y est arrivé, on s'est compris. On propose aussi des services innovants à nos salariés, comme le coffre-fort, l'archivage électronique de leur bulletin de paye, je dirais, pour passer là aussi à l'ère de la digitalisation. Donc, merci. Super. Écoute, merci à toi, parce qu'on est fiers d'être partenaire d'un grand projet de transformation comme ça. Mais maintenant, si on réfléchit au métier lui-même, quand tu penses à l'aspect, l'hôtelier qui, avant, comme tu disais, avait à gérer un tas de services différents, comment vous y êtes pris pour vous assurer que tout le monde va comprendre cette nouvelle manière de fonctionner ?
Alors, ce qu'on a expliqué à tous nos collaborateurs, qui sont devenus, je dirais, des employés d'une société de service, c'est que ce qui allait faire la différence, alors je vais sortir un lieu commun, mais ça allait être l'humain, parce que la digitalisation, c'est bien, le parcours digital du client, c'est bien sur Internet, mais il y a un moment, un peu de contact humain et de chaleur humaine, je dirais, ça fait pas de mal, et en particulier quand on va dans un hôtel, quand on va dans un restaurant Accor, quand on va dans un resort, quand on passe ses vacances, je dirais, on attend aussi autre chose que du digital. Et tout l'objectif, finalement, parce que ça coûte cher, ce qui coûte le plus cher, c'est de conquérir un client. Et pour fidéliser un client, il faut lui donner envie de revenir. Donc, entre autres, on a lancé un grand programme de formation qu'on a rebaptisé Heartist. Alors, c'est pas artiste, c'est heart, le cœur. Il fallait évidemment un vocable anglais. Donc, on a détourné artiste en Heartist. Et on a dit finalement, et ma collègue de L'Oréal en parlait tout à l'heure, ce que les gens attendent aujourd'hui, que vous alliez dans un Ibis budget à 25 € la nuit à Sao Paulo, ou vous alliez au Raffles, le fameux Raffles à Singapour, ça aussi c'est le groupe Accor, à 1500 € la nuit, vous attendez de la considération, un accueil et une expérience personnalisée. Et donc on a expliqué à nos personnels que le succès ne dépendait que d'eux. Et que quelle que soit l'adversité, les clients difficiles, les râleurs, les exigeants, il fallait le sourire, il fallait savoir canaliser les émotions des clients, mais aussi transmettre nos émotions, et qu'on faisait un métier finalement profondément humain et profondément de cœur. Et on n'a qu'une envie, c'est que nos clients reviennent et, je dirais, en parlent autour d'eux. On sait que statistiquement, qu'un client mécontent, il en parle à une quinzaine de personnes autour de lui. Un client content, il en parle au mieux à 2-3 personnes. Donc il faut absolument la satisfaction client, on en parlera peut-être tout à l'heure dans les KPI et tout, c'est la clé du succès. Donc il a fallu former tous nos personnels à ces métiers de service, parce qu'avant on leur demandait de gérer des hôtels en bons gestionnaires de patrimoine financier. Maintenant on leur demande de gérer du client, c'est complètement différent. Alors, moi, j'ai le privilège, Foucault, de te poser une question qui est une question to Spark, encore une fois, une question qu'on se pose nous, qu'on essaye d'encourager nos clients à se poser en permanence dans le processus de transformation. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est celle de la mesure. Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Et tu as un patron qui souhaite absolument tout mesurer. Comment avez-vous effectué la mesure du succès de la transformation, et est-ce que tu peux partager avec nous quelques-uns des résultats ? Absolument. Alors je vais passer relativement vite sur une mesure essentielle, je dirais, qui sont les résultats financiers. Bon, ça va bien. Je veux dire, ça va même assez bien. Dans un marché, il faut le souligner, c'est quand même une ère de prospérité. Le tourisme, je dirais, dans le monde, le taux de croissance annuel est de l'ordre de 7 à 8%. Donc c'est quand même un marché qui est relativement exceptionnel par rapport, je dirais, à d'autres marchés. Donc il faut faire déjà mieux que le marché. On fait un petit peu mieux que le marché. Je dirais, on s'en réjouit, et les résultats financiers, je dirais, progressent malgré toutes ces transformations. C'est-à-dire que malgré ce choc que j'ai essayé d'expliquer à tous les étages, nos résultats financiers ont progressé, je dirais, à la hauteur de nos espérances et de nos budgets. Mais c'est loin de suffire. Parce que pour le salarié lambda, et c'est pas péjoratif à part, il est content. Bon, alors il y a la participation aux bénéfices, etc. Ils ont la possibilité de devenir actionnaires. Tout va très bien. Mais ça suffit pas pour nous. Donc on mesure plusieurs choses. D'abord, le taux d'engagement au travers du fameux NPS, Net Promoter Score, de nos salariés. Et voir évidemment, et on en parlait tout à l'heure, tous ces changements, ça fait peur. Et moi, j'ai souvent entendu, je l'entends encore de moins en moins. Et pourquoi je vais changer ma façon de travailler ? On a toujours fait comme ça a toujours bien marché, on a toujours été un groupe prospère. Et le taux, donc on a sur les 280 000, je dirais, employés, 180 000 ont répondu de façon anonyme. Et le taux d'engagement positif a continué de progresser, légèrement, mais il a continué de progresser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est essentiel pour nous, c'est la satisfaction client. Je vais vous citer une anecdote pour mieux comprendre. Est-ce que vous savez aujourd'hui quel est le critère de satisfaction numéro 1 quand vous allez à l'hôtel ? C'est tout récent.
Le Wi-Fi. Il y a encore quelques années, c'était le lit. On voulait évidemment, on veut toujours avoir un bon lit quand on va à l'hôtel, mais le Wi-Fi passe avant. Donc, voilà, donc il faut évidemment que tous nos hôtels aient une infrastructure Wi-Fi de qualité, j'irai, et ça, on y veille. Donc on mesure en permanence, et on a énormément de gens qui répondent, le taux de satisfaction de nos clients, et le taux de satisfaction a encore progressé, j'irai, l'année dernière, ça prouve qu'on va dans la bonne direction. Et vous savez que sur les réseaux sociaux, on trouve tout. D'ailleurs, vous-même, si vous allez sur TripAdvisor, si vous allez pour Booking.com, je suis sûr qu'avant de réserver, j'irai, votre hôtel ou votre resort, vous regardez, vous lisez une demi-douzaine, voire plus d'avis, notamment les négatifs, pour voir ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, pour un rien, on se fait déglinguer, je dirais, sur les sites sociaux. Il y a un truc qui s'est mal passé, un serveur qui vous a regardé de travers, le café était froid. Et là, vous n'avez pas 5 étoiles, vous en avez juste qu'une parce qu'il s'est passé un petit incident et il en arrive. Donc on est extrêmement vigilant. Et ça, je pense qu'aussi l'ensemble de nos collaborateurs l'ont compris. C'est que ce que j'appelle moi, et pourtant j'ai toujours été dans la tech, hein, rien ne me prédestinait, j'irai, au monde hôtelier. J'ai fait toute ma carrière dans la technologie. Force est de constater que les réseaux sociaux, c'est super, mais c'est quand même une certaine tyrannie. Et je rajouterais, last but not least, l'ensemble du management, et en particulier le COMEX, dont je fais partie du COMEX élargi, ce qui donne aussi une position au poste, et je ne veux pas dire une autorité, mais ce qui me permet de voir aussi les choses de façon transverse, et de partager avec mes pairs du COMEX. Une partie de mon bonus annuel, qui représente une partie elle-même importante de ma rémunération annuelle, est indexée sur la satisfaction de nos clients et le taux d'engagement de nos collaborateurs. Donc si collaborateur pas content et client pas content, moi pas gagner d'argent. C'est simple. Voilà, donc je suis aussi super motivé, au-delà que c'est évidemment une aventure humaine avec mes équipes, mais aussi avec l'ensemble des collaborateurs, c'est une aventure humaine extraordinaire. Foucault, un immense bravo. Moi, j'ai toujours eu énormément d'admiration pour la transformation d'Accor. C'est un sujet qu'on suit de près, tant il est admirable. C'est formidable d'avoir vu davantage de insight, d'informations sur la façon dont ça se passe de l'intérieur. Un immense merci. Très bien, et merci beaucoup Manuela, merci. Et on vous attend nombreux dans les hôtels Accor dans le monde entier.